Quand un patron parle à un politique, ça se passe dans Enjeux croisés, une émission proposée par Enjeux les Échos. Le principe de précaution est-il l'ennemi de l'innovation? C'est le thème de ce grand débat qui réunit aujourd'hui Louis Gallois. Bonjour Louis Gallois. Bonjour. Vous êtes coprésident de la Fabrique de l'Industrie, le think tank de l'industrie, et puis aussi président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën. Absolument. Face à vous, Xavier Bertrand. Bonjour Monsieur Bertrand. Député UMP et ancien ministre. Comme chaque mois, vous retrouverez les meilleurs extraits de ce débat dans votre magazine Enjeux les Échos. Ce débat que j'ai le plaisir d'animer avec Yves Deray. La première question est pour vous, Monsieur Bertrand. Vous avez participé à plusieurs gouvernements au cours des deux précédents quinquennats. Est-ce que, ceux de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac, est-ce que finalement l'innovation dont on parle beaucoup, dont les gouvernements parlent beaucoup, n'est pas le parent pauvre souvent des politiques publiques? Si, on en parle beaucoup, mais on ne pratique pas tant que ça, et en tout cas on pratique beaucoup moins que d'autres pays européens, sans même parler des États-Unis. Chacun connaît les chiffres, on est quasiment les derniers de la classe en la matière. Pourtant, innovation, recherche, c'est très bien placé dans les discours politiques, c'est très mal placé dans les politiques publiques. Donc il y a de quoi faire mieux. Oui, il y a véritable décalage. Il y a de savoir aussi qui fait quoi. Il y a différents exemples européens qui sont intéressants. Il y a l'Angleterre où c'est un principe un peu de compétition pour tout ce qui est innovation, recherche-développement. Il y a l'exemple allemand où là on est sur un véritable enjeu de coordination. Et d'une certaine façon, à mes yeux, le modèle français est à inventer. Il touchera à la gouvernance, quelque chose de beaucoup plus simple. Et il s'agira de bien identifier quels sont les freins à l'innovation. Et pour moi, aujourd'hui, quasiment 10 ans après les débuts du principe de précaution, le principe de précaution tel qu'il est rentré dans les esprits, tel qu'il a pu rentrer aussi dans la jurisprudence, est aujourd'hui devenu un frein. Louis Gallois. Bien, sur le diagnostic du principe de précaution, je partage l'avis de Xavier Bertrand. Je pense que le principe de précaution est un principe qui a introduit dans la culture une sorte de frein à l'innovation. Il est suspect de parler de biotechnologie, de nanotechnologie, du nucléaire, du gaz de schiste, des OGM. La liste est extrêmement longue et je pense qu'il y a un véritable frein, une sorte d'auto-blocage vis-à-vis même de la recherche sur ces domaines, et je pense que c'est tout à fait regrettable. Bon, je suis un peu moins... Avant d'aller plus loin sur le principe de précaution, juste sur cette question de l'innovation, comment vous expliquez ce décalage entre... Je suis un peu moins sévère que Xavier Bertrand sur la France, parce que la France d'abord a une bonne base de recherche, donc elle a ce qu'il faut pour innover. Deuxièmement, elle a dans certains domaines une capacité forte, je pense au numérique, où franchement il y a toute une génération de jeunes, d'entrepreneurs qui se lancent dans des affaires avec beaucoup de détermination et un grand esprit d'innovation. On l'a vu d'ailleurs au salon de Las Vegas où la délégation française était la seconde d'ailleurs, celle des États-Unis. Donc je pense qu'il y a des domaines où nous avons vraiment des atouts. Tout le problème, c'est d'arriver à faire grandir ces innovations pour en faire des entreprises qui délivrent des produits et qui gagnent suffisamment d'argent pour grossir et grandir. Sur ce point précis, tout ce qui est numérique, la créativité, c'est d'une certaine façon une spécialité française. On est excellent en la matière. Mais seulement le problème, c'est comment on grandit si on le souhaite en restant français, et comment on devient un jour une major ou comment on devient un poids lourd du secteur. Et là, on est sur un problème, c'est que l'innovation existe en France, mais c'est comment on l'accompagne. On prend l'exemple du numérique. Je reste persuadé que si l'on veut que la créativité qui est française devienne aussi une réussite française en termes d'emploi, il faut créer un nouvel écosystème. Mais un écosystème complètement dérogatoire par rapport à ce qui existe en matière fiscale, en matière sociale, en matière juridique, où on garantit des exceptions, c'est-à-dire avec fiscalité, des règles sociales très très basses, en termes de charges sociales, et où on garantit ce système pendant longtemps. Si on fait ça, la créativité plus un écosystème dérogatoire, je pense que dans les 10 ans qui viennent, la France peut être sur le podium mondial en matière de numérique. Les Américains seront certainement toujours loin de tout le monde, les Coréens ont certainement assis leur deuxième place, mais la France peut être troisième. Mais je pense que l'innovation ne suffit pas si on n'a pas un écosystème complètement dérogatoire, et si ça marche sur le numérique comme je le crois, je pense qu'il faudra savoir l'étendre à d'autres domaines.
Sur l'écosystème, l'existence d'un écosystème, je partage l'avis de Xavier Bertrand. Il faut un écosystème. Je ne suis pas sûr qu'il faille qu'il soit dérogatoire, parce qu'on ne sait pas très bien où ça s'arrête. Et on ne sait pas très bien délimiter les domaines dans lesquels l'innovation est pertinente. Et je pense qu'il faut encourager l'initiative, ça veut dire qu'il faut assurer les financements, il faut assurer une fiscalité qui, effectivement, soit favorable à la prise de risque chez les entreprises qui démarrent. Il faut assurer la pérennité de l'entreprise dans sa croissance. Je pense que la pérennisation du Dutreil est une bonne chose, honnêtement, qui permet de la transmission de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a un écosystème. Nous manquons de quelque chose qui est absolument décisif, c'est que nous manquons des investisseurs pour pour faire grandir ces entreprises. Public ou privé. Public ou privé. Juste quand vous dites innovation, tous les secteurs ne sont pas pertinents, à quoi vous pensez? Non, au contraire, je dis que c'est très difficile de délimiter parce que le pourtour de l'innovation pour faire un régime dérogatoire, c'est très difficile parce qu'en fait l'innovation elle pénètre tous les secteurs. On peut faire de l'innovation dans la pâte à papier, on peut faire de l'innovation dans le domaine du bois. Dès lors qu'on est capable d'instiller des technologies dans ces secteurs, on peut faire de l'innovation et on a quelques beaux exemples en France et surtout à l'étranger, malheureusement. Mon analyse est peut-être un peu différente que ce que vous avez pu ressentir. Je pense que c'est vrai que l'innovation doit bénéficier d'efforts publics. Est-ce que ce sont des investissements publics? Est-ce que c'est un régime fiscal dérogatoire? C'est possible. Non, je pense que si on crée un écosystème, c'est par secteur d'activité. Pour moi, numérique, robots numériques, tout ce qui va concerner le big data, c'est assez clairement identifié. Et pour toutes les entreprises qui sont dans ce secteur-là, qui sont par elles-mêmes porteuses d'innovation, liées à l'innovation par excellence, c'est celles-là pour lesquelles il faut créer ce régime dérogatoire. Parce que je pense que derrière, on aura de la création de valeur, et on aura de la création d'emplois. Et donc l'État s'y retrouve. Mais en matière fiscale, aux impôts, aux seuils sociaux, bien sûr. Non, parce que les seuils sociaux, je pense qu'il faut déroger pour tout le monde, sans exception. Sans exception. Non, c'est en matière fiscale, en matière de charges sociales et d'environnement réglementaire. Que ce soit dans le rapport de Louis Gallois, que ce soit dans tous les rapports qui ont été produits, notamment ces derniers mois, tout le monde parle de l'excès de normes. Il faut qu'on arrête d'en parler. Il faut justement que l'on voit comment, non pas on diminue, mais on repart quasiment de zéro. C'est ce à quoi je crois. Moi, je ne suis pas contre des politiques par filière, même si je pense que ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique industrielle. Je pense que si on crée un écosystème, il est très difficile de le différencier par secteur. Une fiscalité dérogatoire, vous allez à Bruxelles, vous vous faites battre immédiatement. Donc vous avez une grande difficulté à obtenir des mesures spécifiques par secteur. Je ne suis pas contre le fait qu'on ait une stratégie numérique. Et je pense que le point central pour moi, c'est l'introduction du numérique dans les usines. Parce que nous avons un problème en France, c'est que le numérique se développe et il n'y a pas de gain de productivité. Et on constate ça d'ailleurs dans le monde entier. Le numérique ne génère pas encore actuellement de gain de productivité. Parce qu'il n'a pas pénétré véritablement les processus industriels. Les Allemands ont pris ça très très au sérieux, ils ont lancé le plan 4.0, qui est un plan d'une très grande ampleur, et je pense qu'il est absolument essentiel que l'on fasse pénétrer le numérique dans les usines. Là, il faut une politique volontariste. La robot numérique permettra d'accroître la productivité, sauf que la robot numérique peut nous permettre de prendre un virage que nous n'avons pas su négocier avec la machine-outil. Dans les entreprises, quand on va dans les entreprises, il n'y a plus de machines-outils françaises. Si, ou alors celles qui ont plus de 50 ans et qui sont entretenues, rénovées au maximum, et notamment dans la mécanique. Il y a encore 2 ou 3 boîtes que je ne voudrais pas injurier. On sait quelles sont les entreprises allemandes, parfois encore suisses, italiennes parfois, et surtout elles sont d'Asie du Sud-Est. Donc on n'a pas su garder ça, peut-être parce qu'à l'époque on ne croyait pas à l'industrie. Aujourd'hui, je pense que c'est ce virage de la robot numérique que la France peut prendre, qui fait des gains de productivité, mais qui permet aussi de marier avec le maintien de personnel. Là, je pense qu'on est sur un secteur innovant et sur lequel la France a vraiment une place à prendre. Sur la robotique dans l'usine, je suis d'accord avec Xavier Bertrand. Je pense en plus qu'on n'a pas le choix. Si on ne fait pas de gain de productivité, il n'y aura pas de croissance. Si on ne fait pas de croissance, il n'y aura pas d'emploi.
l'industrie, on le sait, ne va pas générer d'emploi. Mais elle génère de l'emploi à l'extérieur d'elle-même. Elle peut en maintenir et transformer. Et c'est clair que s'il n'y a pas de dynamique de gain de productivité, nous n'aurons pas l'emploi, même si pour certains, et à court terme, il peut y avoir contradiction entre les deux. Alors on avance. Alors, il y a juste un sujet, 30 secondes. Vous avez parlé de Bruxelles sur les régimes dérogatoires. Vous savez, si on baisse notre fiscalité, Bruxelles ne nous le reprochera pas. Si on la baisse pour tout le monde. Oui, mais même si on le fait par certains secteurs, certains pays le font, soit notamment sur des politiques régionales, avec les Länder en Allemagne, ou sur certains secteurs d'activité. L'Italie a su le faire notamment pour certains secteurs. Non, en revanche, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de politique au niveau européen en matière d'innovation. Je pense que c'est aussi un levier pertinent quand on voit qu'à titre privé, surtout les Américains doivent être, je crois, à 400 milliards de dollars de dépenses en matière. La politique publique européenne est au maximum à 300 millions. Je peux partager l'avis sur les politiques européennes qui sont totalement insuffisantes en matière d'innovation. Je pense d'ailleurs que ça sera un des enjeux de la nouvelle commission, de savoir si elle est capable de mener ce type de politique et si elle est capable de mener une politique de croissance. Je pense que là on peut se réunir sur l'idée qu'il faut que l'Union européenne mène enfin une politique de croissance et de compétitivité et de productivité. Alors, on a pointé avec vous, Xavier Bertrand, les failles en matière de politique publique, tant au niveau français qu'au niveau européen maintenant. Mais les besoins les failles, parce que mais là, il y a eu des dispositifs qui existent maintenant, crédit impôt recherche notamment. Il y a aussi en matière d'innovation une responsabilité des entreprises, des chefs d'entreprise. Est-ce que les chefs d'entreprise français vous semblent à la hauteur de ces défis aujourd'hui, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi là un manque d'audace, un manque de goût du risque? Alors, qui pour commencer peut-être Je peux peut-être commencer, puisque les chefs d'entreprise sont mis en cause. Moi, je ne pense pas que les chefs d'entreprise français soient plus mauvais que les autres, et en particulier les jeunes chefs d'entreprise qui créent des entreprises sont plutôt meilleurs qu'ailleurs. La preuve, c'est qu'ils s'exportent extrêmement bien, peut-être même trop bien. Donc je ne pense pas qu'il y ait de véritable déficit. Je n'aurais pas dit ça. Xavier Bertrand a évoqué les machines-outils. Il se trouve que j'ai mené le plan machines-outils dans mon extrême jeunesse. Ça a été un échec parce qu'on n'a pas trouvé les responsables d'entreprise qui étaient capables d'animer ce secteur. Je pense que maintenant, il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Mais il faut que les chefs d'entreprise, évidemment, soient actifs. Je suis persuadé que si on allégeait un certain nombre d'éléments, de normes, comme l'évoquait Xavier Bertrand, et si le principe de précaution était contrebalancé par un principe d'innovation qui est la même force, que j'envisage de mettre dans la Constitution, mais je préférais qu'on enlève tous les principes de la Constitution, précaution et innovation. Mais je pense qu'il faut que nous allions vers quelque chose qui libère les énergies dans ce domaine, et le principe de précaution est justement quelque chose qui ne libère pas les énergies, mais qui au contraire les contraint. Alors Louis Gallois, si on est un peu plus précis et documenté sur ce principe de précaution qui préexistait à 2005, mais en 2005, il est inscrit dans le marbre de la Constitution. Évidemment qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est un principe élémentaire. Attendez, la question c'est, est-ce que vous avez des éléments factuels qui montrent que ça nuit à des idées très innovantes, des projets innovants? Est-ce qu'il y a d'après vous, des jurisprudences il commence à y avoir mesurons un peu l'impact très concret avant de parler de la philosophie. Il commence à y avoir une jurisprudence qui s'appuie sur le principe de précaution et qui peut être préoccupante. Ça n'a pas pris une très grande ampleur, mais ça commence. Et deuxièmement, encore une fois, au-delà du concret, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit global qui fait que, sur tout sujet, lorsqu'il y a une avancée technique, on ne se pose pas la question de savoir ce que va nous apporter cette avancée technique, mais quelles sont les menaces que cette avancée technique crée. Et je pense que cette tournure d'esprit, elle est pas uniquement française, elle existe dans d'autres pays, mais nous sommes en train, grâce à ce principe de précaution, ou à cause de ce principe de précaution, de la mettre en valeur, alors que moi qui ai eu l'occasion de beaucoup me promener en Asie, ou en Amérique du Sud, ou aux États-Unis même, il y a encore une confiance en le progrès technique qui est extrêmement porteuse. Et je pense qu'il faut que nous libérions, qu'il faut que nous redonnions aux Français le goût du risque. Xavier Bertrand? Il y a aujourd'hui un frein psychologique, et c'est ce principe de précaution. Ce qui semblait une extrêmement bonne idée en 2004-2005, avec la réforme constitutionnelle, on s'aperçoit au final qu'on n'a pas bien vu
quelle serait la lecture de ce principe de précaution par les industriels et l'application aussi jurisprudentielle, on commence à le faire. Donc on n'aurait pas dû le faire? On n'aurait pas dû le faire, cette ou alors inscription l'écrire autrement, ou alors le compenser, comme le disait Louis Gallois. Est-ce que c'est un principe de responsabilité? Est-ce que c'est un principe d'innovation? Mais en tout cas, lui, tout seul, mis comme cela, je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un frein à l'innovation. C'est un blocage. Est-ce qu'il est psychologique plus que juridique? Peut-être, mais en tout cas le résultat est là. Vous savez ce que les gens disent aujourd'hui, bon, c'est la précaution par principe, c'est vrai. Il y a une précaution par principe. Et je pense qu'à cause de ce principe de précaution, il est plus facile de s'opposer par exemple à la recherche sur le gaz de schiste. C'est plus facile. Parce que de dire, on peut avoir des oppositions systématiques, idéologiques, politiques, comme notamment les Verts, qui refusent qu'on avance dans ce domaine, et on voit d'ailleurs que ça paralyse le gouvernement. Vous allez me dire que c'est la droite qui, avant 2012, a aussi, pour des raisons géographiques, parce que c'était les députés de Seine-et-Marne qui ne voulaient pas qu'on ait la recherche et l'exploration, parce que c'est en Seine-et-Marne qu'il y avait du potentiel. C'est vrai, on a grosso modo fait les mêmes erreurs. Sur les OGM aussi, je veux dire, la droite a fait la même chose. Parce qu'il y avait aussi, on le voit bien au début des années 2000, une poussée écologique. On se dit, est-ce que c'est une dimension politique très forte? Donc il faut faire très attention. Il faut savoir reconnaître quand un texte, quand il est appliqué comme il l'est aujourd'hui, est un frein ou pas. Il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Je pense qu'aujourd'hui, ça freine l'innovation, ça ne l'empêche pas. Et le principe de précaution, c'était normalement un principe qui protégeait, et en fin de compte, il est perçu comme un principe aujourd'hui qui interdit et qui bloque. Donc il faut en tirer les conclusions. C'est-à-dire, vous, candidat à la présidentielle de 2017, vous... La réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce qu'on le compense dans la Constitution par un principe d'innovation? Est-ce qu'on le transforme en principe de responsabilité, ou est-ce qu'on le sort du bloc constitutionnel? La réflexion qui est la mienne aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on met trop de choses dans la Constitution. Trop de choses. Le principe de précaution dans la Constitution, comme ça on n'y touche plus. Le dialogue social, il y avait encore l'idée, voilà quelques mois, de le constitutionnaliser. Alors ils servent à quoi les politiques? Ça sert à quoi d'aller voter pour des députés? Ça sert à quoi d'aller voter pour un président? Et si on veut un véritable retour de la responsabilité publique et politique, il faut arrêter de dire au-dessus de vous, il y aura la Constitution et vous n'aurez pas le droit d'y toucher. Au-dessus des politiques, il y a toujours 65 millions de Français. C'est déjà bien. Alors la Constitution, en plus, ça fait trop parfois. Pour rester sur le sujet du principe de précaution, est-ce que vous iriez jusqu'à le retirer? J'ai commis une tribune avec Xavier Belin, le patron de la FNSEA, et de Sophie Broutéol. C'était dans les Échos. Voilà, et dans cette tribune, je dis, nous disons que nous sommes partisans de mettre le principe d'innovation dans la Constitution. Moi, j'en fais pas une affaire de Constitution, je suis pas un homme politique. Je trouve que s'il n'y avait aucun des deux dans la Constitution, ça serait mieux. Mais à partir du moment où il y en a un, nous souhaitons qu'il y ait l'autre pour équilibrer. Donc c'est clair. Moi je voudrais presque mettre, mais alors je suis un provocateur, le principe de risque dans la Constitution. C'est-à-dire que le risque, ça se gère, les entreprises prennent des risques. Mais elles gèrent le risque, ça s'appelle, ça a des noms dans les entreprises. On gère du risque. Mais si on ne prend plus de risque, il n'y a pas de vie. Et le principal, moi j'ai l'habitude de dire que le principal risque, c'est de ne pas en prendre. C'est-à-dire, c'est le déclin. Si on ne prend pas de risque, c'est le déclin. Juste un mot sur ce que vous venez de dire, Xavier Bertrand. Est-ce que l'énergie nucléaire, est-ce que l'industrie nucléaire en France aurait cette place? Bien sûr que non. Évidemment. Bien sûr que non. Et j'ai parlé tout à l'heure du gaz de schiste parce que je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas rester sans savoir si le bénéfice-risque est favorable ou pas. On est en France quand même, en matière de recherche, on est quand même parmi les meilleurs. On est capable de savoir si ça présente les risques qu'on nous évoque aux États-Unis, ce qu'ils n'ont pas au début exploité certainement comme il le fallait. Est-ce que c'est la fracturation hydraulique? Est-ce que c'est d'autres procédés? On sait faire, on sait étudier, mais qu'on dise dans un vrai débat public, pas pollué par trop de politique, qu'on sache si ça vaut vraiment la peine. C'est pas, à mon sens, ça n'est pas l'Eldorado que certains nous promettent. Même en Californie, on est en train de revenir sur les estimations comme on l'a fait en Pologne. Mais ça vaut la peine de savoir quand même. Bien sûr, mais juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la Constitution. Vous avez dit d'une part, il y a trop de constitutions, on constitutionnalise trop de choses. Et en même temps, par rapport à l'affaire du principe de précaution, vous hésitez entre le déconstitutionnaliser et puis ajouter un autre principe dans la Constitution qui compenserait. Pour compenser. Ah oui, mais c'est pas cohérent. Bah si c'est la même logique. Vous ne laissez pas le principe de précaution tel que. Soit vous y amenez en face principe d'innovation pour le compenser. Donc vous ajoutez la Constitution. Oui, d'accord, mais pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a un problème aujourd'hui.
Voilà. Ou alors vous déconstitutionnalisez. Mais d'un autre côté, je ne veux pas non plus en faire un débat théologique ou idéologique. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous disiez aux entrepreneurs, prenez des risques. Vous avez ça en vous, le goût du risque. Il ne faut pas que ce goût soit brimé. Mais il y a aussi une autre démarche derrière ça. Parce que la voie juridique, honnêtement, je m'en moque un peu. Ce qui est important, c'est qu'on libère les esprits et qu'on évite une judiciarisation à l'américaine qui n'a, à mon avis, pas sa place en France et qui ne serait pas une bonne chose pour la France. La question plus globale, c'est est-ce que le progrès, est-ce que la science, la technologie, c'est complètement différent ou est-ce que c'est compatible? C'est compatible. Et ce qu'on a réussi à remettre avec le principe de précaution, c'est dans les esprits que, quand même, technologie, la science, c'est peut-être pas si bon que ça pour le progrès. Parce qu'il y a des obscurantistes modernes, mais ceux-là ne font pas le bien de l'économie française, ne font pas le bien de la société française. Commentaire de Louis Gallois. Deux éléments. Le progrès technique nous a donné 30 ans de vie en un siècle. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et il est en train de sortir de la misère des milliards de personnes. Ça, c'est le premier. Deuxième élément, principe de précaution. On n'a pas le droit de travailler sur les OGM en France. L'Imagrin a installé un laboratoire aux États-Unis pour travailler sur les OGM. Bon, moi, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas un avis définitif là-dessus, mais je trouve que aborder ces débats de manière passionnée en disant mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Mais il y a certainement des risques, mais il faut les gérer. Il faut les gérer, il faut les analyser, il faut les évaluer. Il faut qu'il y ait des experts qui soient suffisamment indépendants pour donner un avis. Et puis, de temps en temps aussi, il faut y aller, il faut prendre des risques. C'est la question que je voulais poser. Le principe de précaution, il est lié à la dictature du risque zéro. Nous sommes aujourd'hui dans une société où l'idée du risque zéro, l'ancien ministre de la Santé parle aussi à ce moment précis, tente à penser qu'on ne veut plus rien assumer en la matière. C'est destructeur en termes d'initiative. Et ça, il faut vraiment qu'on se garde de tout cela. C'est la question que je voulais vous poser, Xavier Bertrand, parce que c'est peut-être plus facile quand on est dans l'opposition, parce que la pression de l'opinion, elle est forte. Quand, sous le précédent gouvernement, vous avez interdit justement les OGM, le Monsanto 810, contre le droit européen à plusieurs reprises, c'est pas par hasard. C'est parce que vous pensiez politiquement... pression politique. Mais je ne suis pas d'accord... Vous étiez moins dépendant des écologistes que le gouvernement qui a suivi. Pas forcément intellectuellement. Donc il y a une pression intellectuelle. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est plus facile dans l'opposition que dans la majorité. Non. J'ai pas vu qu'on ait autorisé les gaz de schiste sous la précédente majorité. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Et j'ai expliqué pour quelles raisons géographiques. Parce que les députés de Seine-et-Marne s'y opposaient. Principalement. Si lourd que ça, les élus de Seine-et-Marne, dans notre pays, ça serait dramatique à l'époque. Non, je vais aller jusqu'au bout. Peut-être dire à qui on fait allusion alors. Notamment Christian Jacob, qui lui-même aussi dit que le texte de loi qui est déposé à l'époque n'est pas appliqué aujourd'hui, parce qu'il y a une commission qui est là justement pour permettre de poser les avantages et inconvénients. Cette partie-là de cette loi-là n'est pas appliquée. Donc je ne veux pas non plus caricaturer. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est plus facile dans l'opposition que de la majorité. Parce que quand on est dans l'opposition, on veut devenir majoritaire pour gérer le pays et le redresser. Et donc les propos que je tiens là, d'une certaine façon, m'engagent et me seront reprochés. Sauf que je crois qu'en politique, il ne faut plus chercher à faire plaisir à tout le monde. Il faut faire des choix, que ces choix soient en cohérence avec la vision du pays que l'on a, l'ambition que l'on porte. Et puis après, à partir de ce moment-là, si ceux qui sont terriblement attachés au maintien intrinsèque du principe de précaution ne voteront pas pour moi lors de la primaire, je l'assume. Louis Gallois, dans votre rapport, vous n'avez pas été franco non plus dans votre rapport sur la compétitivité de l'industrie française, sur les gaz de schiste. Sur les gaz de schiste, j'ai dit sur les gaz de schiste ce que je crois être ma position aujourd'hui, qui est qu'il faut faire de la recherche. Je ne dis pas, moi je ne suis pas capable, seul dans mon coin, de dire il n'y a aucun risque. Je dis il faut faire de la recherche. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on a des gaz de schiste, une image des gaz de schiste au début aux États-Unis, où ils ont fait n'importe quoi, où ils ont fait d'énormes bêtises sur le plan de l'environnement. C'est un pays immense où ça se voit moins. Mais bien. Mais depuis, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des progrès. Eh bien, regardons ces progrès, analysons. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles technologies de fracturation, qui ne soient plus des fracturations hydrauliques? Ou alors, est-ce qu'on peut faire ça avec des produits beaucoup moins polluants que ceux avec lesquels on le faisait? Est-ce qu'on peut limiter les pertes des puits, etc. Tout cela, ça se travaille. Sinon, on n'aurait pas inventé l'électricité. Hein, c'est dangereux l'électricité. C'est peut-être l'invention qui a tué le plus de monde en un siècle. Alors, les trains aussi que vous connaissez bien. Oui, les trains c'est très sûr.
Une question, disons, qui nous ramène à la politique, mais en même temps qui reste dans notre thématique de ce débat, Xavier Bertrand. L'UMP, on le sait, dans un triste état, peut-être par manque de précaution à un moment donné, et aujourd'hui, ne faut-il pas faire preuve d'innovation pour redresser ce parti? Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Je pense que vous avez raison sur les deux aspects. Principe de précaution, notamment sur la gestion financière. Non, vous avez raison. Parce que, vous voyez, les partis politiques sont dans un système dérogatoire. Mais ça, c'est pas un écosystème que je voudrais reproduire. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, beaucoup de millions qui circulent dans la politique. Mais à la différence des entreprises ou des collectivités locales, pas de contrôle, ou quasiment pas de contrôle. Dans une entreprise, un expert comptable, un commissaire aux comptes doit signaler tout ce qui est constitutif d'un abus de bien social par rapport à l'objet de la société. Et aussitôt, il peut y avoir des sanctions ou un avertissement en interne, pas en politique. Dans une collectivité locale, quelle qu'elle soit, vous avez le contrôle possible de la Chambre régionale des comptes, en opportunité, et pas seulement sur la régularité. Et vous avez au-delà de 15 000 € l'obligation de mettre en compétition, d'avoir des consultations, pas en politique. Moi, quand j'étais secrétaire général de l'UMP, c'est vrai qu'on avait recours, ça a été dit, ça a été écrit, à des consultations, à des appels d'offres, c'est interdit à personne. On peut même gérer. Patrick Devedjian avant moi, quand il gère l'UMP sur l'année 2008, 10 millions d'euros d'économies et donc d'excédents. Moi-même sur l'année 2009, 10 millions d'euros encore, 5 millions d'euros pour l'année 2010, alors même qu'on a fait l'acquisition du siège. C'est donc que c'est possible. Et à l'avenir, je pense qu'en politique, on continuera à gérer des millions d'euros, mais il faut des contrôles internes. Et c'est une forme de dictature possible, mais il faut publier un certain nombre de choses pour éviter les dérapages et de se dire que bon, même si les fonctions sont gratuites, un président de l'UMP, un secrétaire général, il exerce à titre bénévole, mais il y a un certain nombre d'avantages, eh bien il faut que tous ces avantages soient publiés. Et sur le principe d'innovation, oui, je pense que l'UMP, après 12 ans d'existence, l'UMP tel qu'on l'a connu, c'est terminé. Et je pense qu'il faut une nouvelle formation politique. Avec un nouveau nom ? C'est pas le plus important. Mais le nom, excusez-moi. C'est la marque. Ça vient après. C'est la marque. La marque UMP, elle est abîmée à un point tel, mais tous les Français le savent. Mais la marque, ça vient après. C'est l'organisation qui doit être refondée. Et c'est le fonctionnement qui doit être complètement changé. Et ça veut dire une nouvelle formation politique, mais pas une nouvelle formation politique dans 1 an ou dans 2 ans. Une nouvelle formation politique qu'on met en route dès la fin de l'année avec le feu vert des adhérents de l'UMP. Je crois que l'UMP tel qu'on l'a connu doit être vraiment complètement remisé derrière nous. Et que si on regarde devant, oui, il faut faire preuve d'innovation, il faut une nouvelle formation politique. Mais dès maintenant. Louis Gallois, on ne va pas peut-être vous demander la même question exactement, mais dans le même esprit. Je ne rentre pas dans ce débat, mais dans le même esprit, clair. Quand même. Si la question c'est le renouveau des idées, des pratiques, vous avez vous-même apporté une pierre à l'édifice gouvernemental actuel. Est-ce que vous pensez qu'on manque d'esprit d'innovation à l'échelle gouvernementale, à l'échelle des pouvoirs publics ? Je ne veux pas accabler les... Vous savez, c'est de bon ton de tomber sur le dos des politiques. Moi, je pense que c'est un métier qui est quand même un métier à risque. Et c'est un métier très difficile parce que l'opinion publique les respecte de moins en moins et leur crédibilité dans le pays a malheureusement beaucoup baissé. Or, je pense qu'on a besoin de la politique. On a besoin de la politique. Hein, et moi, j'ai du respect pour les gens qui s'engagent dans la vie politique. Maintenant, s'engager dans la vie aux élections locales pour être maire d'une ville, c'est prendre des risques. Hein, s'il y a un problème de plats avariés dans une cantine, vous êtes mis en examen personnellement. Donc c'est quand même, vous prenez des risques. Donc je n'ai pas de... Je considère qu'il faut respecter les hommes politiques qui sont dans l'extrême majorité honnêtes et assez dévoués. Il faut bien le dire. Ceci étant dit, je pense que la politique en France a beaucoup vieilli, c'est vrai, dans son fonctionnement. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un débat politique. Le débat politique est naturel. Ce que je souhaite aussi, c'est que sur certains nombre de sujets qui sont centraux, il puisse y avoir des consensus qui se dégagent, comme je les vois se dégager dans d'autres pays. La force, vous savez, de la politique économique allemande, elle a été menée, elle a été lancée par un chancelier social-démocrate, et elle a ensuite été menée
par 3 majorités politiques différentes et 2 chanceliers de bords opposés différents. Quand j'assiste à un colloque de la fondation du SPD en Allemagne, je vois là-dedans, il y a les patrons des entreprises, il y a les patrons des syndicats, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils soient d'accord entre eux. Mais il y a cette capacité d'une société à aller vers une élaboration collective qui n'empêche ni le débat ni le conflit. Et je l'ai dit récemment, notamment dans le débat que je connais mieux entre les chefs d'entreprise et les syndicats. Les chefs d'entreprise doivent reconnaître que les syndicats jouent un rôle dans nos entreprises. Ils doivent reconnaître que les salariés ont droit de s'organiser collectivement et de défendre leurs intérêts et de les exprimer. D'un autre côté, les syndicats doivent reconnaître que c'est l'entreprise qui est la création de richesse. C'est dans l'entreprise que se fait la création de richesse et l'emploi. S'il y a un consensus sur ces 2 sujets, à la fois le fait syndical et l'importance du fait syndical et du dialogue social, et de l'autre côté, l'entreprise reconnue comme lieu de création de richesse et d'emploi, je pense qu'on aura fait un grand progrès. Alors il nous reste juste 15 secondes chacun. Moi, j'aurais bien aimé rebondir. Ouais, mais on n'a plus le temps. Juste une... Principe d'innovation, il faut des idées nouvelles en politique. 2 exemples. Le Japon. Tout le monde dit que le Japon va échouer. Ça fait des mois et des mois qu'ils engrangent des bons résultats économiques parce que ce sont les idées nouvelles. Et en Italie, M. Renzi, on verra s'il réussit. Ce sont aussi des idées nouvelles pour l'Italie, même si je ne suis pas d'accord avec son fédéralisme européen. Si on n'essaye pas des idées nouvelles, aucune recette d'hier ne marchera pour la France de demain. Aucune. Il faut de l'innovation aussi. Juste pour terminer, une question traditionnelle à la fin de cette émission, en quelques secondes. Est-ce que vous seriez d'accord pour échanger votre job, vous devenir un politique, vous devenir un patron? Franchement, non, pas encore une fois que non, je n'ai aucune envie de faire de jouer un rôle d'homme politique. Vous avez refusé. Je n'ai rien refusé que je sache. Mais ce que je sais, c'est que le métier de chef d'entreprise est un métier formidable que j'ai eu la chance d'exercer pendant 23 ans et je ne le regrette absolument pas. Mais encore une fois, il faut bien des gens qui fassent de la politique. Et ils ont droit à notre respect. J'aime passionnément ce que je fais. Moi, je suis prêt à revenir à l'entreprise parce que j'en viens aussi. Pendant une douzaine d'années, j'ai été tête d'un cabinet d'assurance. Ça donne un regard un peu différent sur l'économie, beaucoup plus enrichissant. Puis je crois qu'il y a aussi une vie après la politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que la société politique française aujourd'hui, elle est à bout de souffle. Il lui manque la confiance, non pas pour gagner, mais vraiment pour gouverner et moderniser le pays. Et le dernier point qui pour moi est très important, c'est qu'il faut que les politiques et le monde économique se parlent. La France est un pays 1000 fois trop cloisonné. Je participais l'an dernier à un forum d'entrepreneurs et on me demandait d'animer une table ronde pourquoi les politiques n'aiment pas l'entreprise. Je dis c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ne connaissent pas. Et là on en revient aussi au moule, au mode de formation de beaucoup de responsables politiques. La France est un pays beaucoup trop cloisonné, et il faut donc, oui, mais aussi la classe politique doit comprendre qu'elle n'est plus en CDI. Elle est plus en CDI. Et que je pense que pour regarder la confiance des Français, il faut se dire que c'est aussi avec une durée limitée et ne pas vouloir s'éterniser. Merci à tous les deux, c'est le principe même de cette émission, le dialogue entre les patrons et les politiques. Merci beaucoup à tous les deux. Les meilleurs moments, comme je vous le disais tout à l'heure, à retrouver dans Enjeux les Échos du mois de septembre. À bientôt.